Bonsoir et merci de nous suivre sur BF1, la télévision au cœur de nos défis, et bienvenue à cette émission spéciale consacrée à l'aïkido, un art martial que nous allons essayer de connaître davantage avec le grand maître André Cognard que nous avons sur notre plateau. Maître Cognard, bonsoir. Bonsoir. Alors, maître André Cognard, vous êtes né en 1954 à la Loire, en France. Vous résidez à Bourges-Argental. Vous avez commencé le judo, le karaté et l'aïkido à l'âge de 12 ans. En 1975, vous avez obtenu le diplôme de professeur d'État en judo, aïkido, karaté et disciplines associées avec option donc aïkido. Alors vous avez des dojos, de nombreux dojos en France, notamment à Feur, à Balbigny, à Boën. Alors vous avez côtoyé de grands maîtres comme Masamichi Noro, Nabuyoshi Tamura, vous m'excuserez de la prononciation des noms. En 1973, donc à 19 ans, vous avez rencontré Hirokaju Kobayashi et vous avez décidé de vous consacrer dès lors complètement donc à l'aïkido. Alors, en 1982, vous avez créé l'Académie autonome d'aïkido, qui utilise aussi pour son enseignement des sciences humaines comme la philosophie, la psychologie et la philosophie occidentale et donc orientale. C'est surtout en 1997, donc un an avant la mort de votre grand maître Kobayashi, que vous avez créé donc l'Académie internationale de recherche sur l'aïkido. Alors après son décès en 1998, donc vous avez reçu donc la charge de cette académie. Maître Cognard, vous êtes membre de la Dai Nippon Budoku Kai. Vous m'excuserez encore plus fois de la prononciation donc de ces noms, je crois, japonais. Et vous avez le titre de Anshi Soshian. Alors, maître Cognard, vous avez écrit de nombreux livres, entre autres L'esprit des arts martiaux, Civilisation et arts martiaux, Le corps conscient, Le corps philosophe, pour qu'éduquer ne soit plus un monologue, Mémoire d'outre-moi, Vivre sans ennemis. Alors, après cette brève présentation, maître Cognard, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter que naturellement nous n'avons pas pu développer dans ce que nous avons pu avoir sur vous? La seule chose que je voudrais ajouter, c'est que les hommes n'ont d'importance que lorsqu'ils accomplissent leur devoir. Alors, vous faites certaines éloges de mon travail, mais ça n'a d'importance que parce que je remplis ma mission. Quand mon maître, avant qu'il décède, je me suis engagé auprès de lui à continuer le travail qu'il avait entrepris. Et c'est ce que je fais. J'essaie de le faire assez simplement, assez, j'allais dire, humblement, parce que chacun de nous, quelle que soit sa mission, y compris si cette mission semble être plus modeste, plus simple, a un rôle essentiel à jouer dans le monde. Chacun, du plus grand homme politique jusqu'au dernier employé, tous ont un rôle essentiel à jouer. Il n'y a pas de différence d'importance entre les gens. Alors, maître Cognard, vous êtes même posé cette interrogation. L'aïkido est-il un art martial? Avez-vous trouvé la réponse? Si on comprend le mot art martial, peut-être qu'on peut répondre. Art martial, c'est une habitude qui a été prise en Europe pour dire les budo japonais. C'était une traduction ancienne du japonais vers l'anglais. C'était déjà une traduction qu'on pouvait discuter. Martial arts, en anglais, on pouvait discuter, c'était pas évident. Néanmoins, je pense que dans cette traduction, il y avait la volonté de traduire l'idée que ça n'est pas un sport, c'est autre chose qu'un sport. Voilà. Alors, après, pour dire quoi... Et cette autre chose, c'est quoi? Alors, je crois que c'est autre chose, on peut le comprendre dans la contradiction, dans l'oxymore qui existe entre art et martial.
d'un côté martial, ça nous renvoie à la guerre, ça nous renvoie au militarisme, ça nous renvoie à des choses qui ne sont pas forcément des choses qui, pour nous, évoquent la paix, le bonheur, etc. Et art, au contraire, ça renvoie à quelque chose qui dépasse le cadre de la simple vie matérielle, de la simple rationalité. L'art, il est là pour montrer qu'il existe en l'homme une dimension spirituelle et que cette dimension, elle a toujours existé depuis l'aube des temps. Les hommes ont peint, ont utilisé du langage symbolique. On sait aujourd'hui, par exemple, que les hommes de Néandertal avaient accès au langage symbolique. Et donc, je pense que art, ça renvoie à une dimension spirituelle qu'on ne trouve pas si on n'écoute que martial. Les deux ensemble posent une question fondamentale à laquelle les Budo japonais répondent, je pense. Budo, là aussi, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'oxymore, à savoir, d'un côté, Do, c'est la voie, mais au sens de la voie initiatique, la voie qu'un homme suit dans sa vie pour aboutir peut-être à la connaissance de soi, peut-être à la connaissance du monde, à une connaissance du monde. Et puis, d'autre côté, Bu, qui renvoie à la guerre, aux guerriers. Donc, la traduction peut être discutée, art martial, mais en même temps, en tout cas, elle rend compte de cette contradiction, à partir de laquelle on est amené à réfléchir. Alors, maître, et si l'aïkido se vaut beaucoup plus art que martial, pourquoi l'enseigne-t-on alors à la police et à l'armée? Je ne crois pas que ce soit plus art que martial. Je pense qu'il est absolument nécessaire que ce soit martial pour être l'aïkido. Si vous voulez, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que les bujutsu, c'est-à-dire les techniques de combat japonaises avant la révolution de Meiji au Japon, c'est-à-dire avant la fin du milieu-fin du 19e siècle, étaient des arts strictement destinés à la guerre, sur le champ de bataille, etc. Ils étaient un peu désuets dans la mesure où ils étaient essentiellement organisés autour du sabre, autour des armes blanches, autour du combat à main nue, alors que déjà on avait des armes à feu, etc. Mais en tout cas, ils ont su se convertir en quelque sorte à la modernité en devenant des arts d'éducation. C'était une recherche qui avait déjà été initiée il y a longtemps par probablement déjà sous l'influence du bouddhisme. Si on lit par exemple au XVIIe siècle Takuan Shoho, il conseille les samouraïs de l'époque et il les conseille dans un sens qui est de maintenir le sabre au fourreau pour essayer d'avoir la paix, sachant que développer sa force, ça n'est pas quelque chose de négatif, au contraire. Si vous êtes puissant, vous pouvez être indulgent. Généralement, quand on parle de violence ou de non-violence, on peut comprendre ceci. Dans un duel, le chevalier qui est tombé à terre, quand l'autre lui pose l'épée sur la gorge, celui qui est à terre devient obligatoirement non-violent. Mais il faut que ce soit celui qui tienne l'épée qui soit non-violent. Mais on a envie de dire qu'il n'a pas non plus le choix. Il n'a absolument pas le choix. Oui. Mais dans la vie, c'est un peu la même chose. Quand on est dans une position de pouvoir, il est absolument nécessaire que ce pouvoir s'exerce dans la modération de soi, dans la modération de ses actes, dans la prise de conscience que toute vie est importante, que tout sujet est important, que toute identité est là et qu'elle a une dimension spirituelle et que personne parmi nous, personne, absolument personne, n'a le droit d'exercer une domination quelconque sur les autres et en particulier, évidemment, de prendre la vie. Donc je crois que l'art martial n'existe véritablement que lorsque l'on a construit suffisamment de compétences, suffisamment de force pour être indulgent. Je vais vous raconter une anecdote qui vous permettra de bien comprendre. Quand je suis allé au Japon les premières années avec mon maître, j'ai été très étonné parce que nous enseignions à Osaka un soir à la police et un soir à la mafia. À la mafia, au Yakuza. Alors, j'étais très étonné. Moi, j'étais un jeune pratiquant et je disais, mais maître, enfin, comment se peut-il que vous alliez enseigner à ces gens-là? Et il me répond, mais nous enseignons quoi? Nous enseignons la non-violence. Est-ce que ce n'est pas eux qui en ont le plus besoin? À partir de ce jour-là, j'ai compris une dimension de son enseignement qui était vraiment importante. C'est-à-dire qu'on n'a pas à juger les gens qui viennent pratiquer, et on n'a pas non plus à dire « je destine ma pratique, mon enseignement à ceci ou à cela ». Alors, maître, est-ce que vous voulez dire qu'on enseigne la violence aux violents pour qu'ils deviennent non-violents? On ne leur enseigne pas la violence, il n'y a pas de violence dans la pratique.
L'aïkido, en particulier l'aïkido de mon maître, a fait une très grande évolution par rapport aux arts de combat dont il est extrait, dont il est tiré. Aujourd'hui, nous sommes capables de contrôler quelqu'un sans le blesser. C'est même l'objectif numéro 1. C'est-à-dire que si vous voulez enseigner à quelqu'un à tuer son adversaire, avec quelques mois, voire 1 an ou 2 ans de pratique, vous allez en faire un tueur efficace. Mais pour lui apprendre à contrôler quelqu'un sans le blesser, ça demande beaucoup de travail. Ça, c'est le travail que nous cherchons à faire. Les techniques qui étaient destructives, nous les avons transformées au point que non seulement elles ne sont plus destructives, mais elles respectent des règles de fonctionnement du corps, des règles physiologiques, des règles énergétiques, un peu dans la tradition de la médecine chinoise, pour simplifier, qui font que ces techniques appliquées à l'autre sont bénéfiques. Bénéfiques pour lui, bénéfiques pour sa santé. Donc ça, c'est vraiment un gros changement. Se dire, celui qui m'attaque n'est pas mauvais parce qu'il m'attaque. D'accord ? Ça, c'est le premier point. Je suis dans une position où je vois le monde d'une certaine manière. Et lui, il voit le monde autrement. Il est face à moi, il regarde derrière moi. Il me voit, moi, dans un monde que je ne vois pas. Et donc, c'est pour ça qu'il m'attaque. Mais il n'a probablement pas le choix. Au moment où il est hors de lui, vous voyez, l'expression est intéressante, il a perdu le contrôle sur lui-même. Et il l'a probablement perdu parce que j'incarne quelque chose qu'il ne comprend pas. C'est-à-dire que son identité, la perception qu'il a de lui-même est perturbée par ce que j'incarne et que je ne vois pas. Alors, il attaque ça. Il n'attaque pas moi, au fond, il attaque ça. Il attaque ça pour rétablir son unité, pour se retrouver lui-même, pour ne pas sombrer dans une forme de néant de la conscience de soi. Il attaque pour ça. C'est pourquoi nous disons que celui qui attaque, premièrement, n'est pas mauvais. Il cède à une pulsion qui est une pulsion défensive. Et nous, en face, ne devons absolument pas réagir à ça, ne pas répondre à ça, sinon nous n'allons pas remplir notre rôle. Alors, maître, est-ce que ça veut dire que les gens violents sont des gens plus ou moins déséquilibrés? Ça veut dire qu'ils sont victimes comme ceux qu'ils attaquent. Ils sont victimes. Les victimes sont... Eux-mêmes, tout en attaquant, ils sont eux-mêmes victimes. Les victimes sont des deux côtés. Des deux côtés, ok. La violence est quelque chose qui existe dans le monde tant que les gens n'arrivent pas à se comprendre et à se reconnaître. Si deux personnes sont face à face et qu'elles ne se reconnaissent pas réciproquement, c'est comme s'il y avait une rupture dans le monde. C'est comme s'il y avait une faille dans le monde. C'est un problème de cohérence, d'homogénéité du monde entier, de l'univers tout entier. Et l'univers, lui, a prévu deux choses. Il se développe par complexification, donc il produit des identités, des choses indivisibles, des êtres, par exemple, ce qui fait que chacun d'entre nous, y compris le plus modeste, est le fer de lance de l'humanité, le fer de lance de son développement, l'avant-garde. Et en même temps, nous sommes dans une situation où il y a un risque de rupture de cette homogénéité qui est absolument nécessaire. C'est-à-dire que si on cherche à comprendre ce que pourrait être l'identité, non plus pris au sens culturel, national, etc., mais l'identité tout court, c'est une rencontre entre l'infini et l'unique. Et cette rencontre entre l'infini et l'unique, elle est intéressante parce qu'elle rend compte de la dynamique de l'univers. L'univers, c'est un, et c'est la multitude. D'accord ? Mais cette multitude, elle ne peut pas exister sans l'unité. D'accord ? Donc, la rupture de l'homogénéité de l'univers, c'est quelque chose que l'univers ne permet pas. Et donc, quand deux individus ne se reconnaissent pas et qui risquent de créer un schisme, alors la violence est là pour rétablir le contact. Celui qui vient vous attaquer, il rétablit le contact avec vous. Il avait perdu le contact, il ne vous voyait pas comme un sujet, il vous voyait comme quelque chose qui doit devenir son objet, c'est le principe de toute agression, violence, viol, etc. L'autre est objet, je suis seul sujet, je me rétablis dans ma subjectivité. D'accord ? Mais il attaque, et parce qu'en face, vous êtes capable de donner une réponse non pas violente, parce que répondre violemment, ça veut dire inverser le propos, je deviens le sujet, il devient l'objet, où nous luttons pour cette relation sujet-objet dans laquelle je veux devenir le sujet. D'accord ? Ça, c'est donner raison à l'attaque, c'est légitimer toutes les violences. D'accord ? Mais l'aïkido dit non, je réponds avec la compassion pour celui qui m'attaque. Je réponds en faisant attention à lui, en ne le blessant pas physiquement.
et aussi en essayant de ne pas blesser moralement, Mais de ne maître, pas porter atteinte à son identité. Mais maître, alors, si vous êtes objet d'attaque et vous ne voulez pas répondre par l'attaque, est-ce que vous ne pouvez pas, vous n'allez pas en ce moment vers la perte parce que justement celui qui vous attaque peut naturellement vous tuer? Non, précisément, c'est là que l'aïkido se trouve, exactement à cet endroit. Vous me posiez la question tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est vraiment? L'aïkido est exactement là. C'est-à-dire que nous ne sommes pas prisonniers de cette dualité attaque-défense, comme nous ne sommes pas prisonniers de la dualité bourreau-victime. Nous ne sommes pas prisonniers de ça. Nous pouvons essayer de concevoir le monde différemment. Il m'attaque parce qu'il est dans un monde, il voit un monde, et c'est légitime qu'il le voit comme il le voit, parce qu'on ne peut pas discuter la façon dont les autres voient leur monde. Okay, je n'ai pas plus de légitimité à dire ce qu'est le monde que qui que ce soit. Donc, il m'attaque parce qu'il me voit dans un monde dans lequel je mets en péril sa conception, sa vision. Okay, et je ne vais pas attaquer cette vision, je ne vais pas m'opposer, je ne vais pas lutter contre son point de vue, je ne vais pas lutter non plus contre ses mouvements d'attaque. Je vais adopter en face une attitude qui consiste à aller toucher son centre. Quand je dis son centre, je parle de son centre, son cœur, son esprit, sa conscience. Je vais aller au centre de l'être pour lui restituer, pour lui donner l'occasion de retrouver son unité, ce qu'il cherche au fond, sans le blesser. Et c'est sans le blesser qui est très important, parce que ça a deux effets. Ça a un effet sur celui qui le produit, et ça a un effet sur celui qui le reçoit. Nous avons une mémoire génétique qui remonte, et génétique, épigénétique, épiphylogénétique, qui remonte à l'origine du monde. Depuis des milliards, des millions en tout cas d'années, quelque chose nous dit que la violence paye. Et ça, c'est inscrit dans nos gènes. Et il faut modifier ce programme génétique. Aujourd'hui, on sait, grâce à l'épigénétique, que l'on peut modifier nos gènes. On peut les modifier. Il y a des études qui démontrent que par la méditation, par certaines pratiques, le yoga, etc. Bon, les études ont porté là-dessus. Mais de la même façon, avec l'aïkido, nous entendons modifier cette mémoire pour que, premièrement, celui qui attaque et qui sent que vous pourriez le tuer, parce qu'il s'agit de ça. Nous sommes dans une position martiale où je peux tuer et je ne tue pas. Non seulement je ne tue pas, mais je préserve. Ça, c'est à même de modifier cette mémoire. De la même façon, pour moi, je suis attaqué et la réactivité normale, celle qui concerne à la fois les animaux, les hommes, qui consiste à défendre tout de suite, je la contrôle. Je la contrôle, et parce que je la contrôle, je modifie ma propre mémoire génétique. Alors, Maître Cognard, alors quand on vous écoute, excusez-moi, je n'irai pas jusqu'à dire que vous prêchez dans le désert, mais dans un monde où la violence est justement l'expression de la grandeur, vous voyez tout ce qu'il y a comme fanatisme, attentats, avec guerre, ces avions de combat de plus en plus sophistiqués qui ne sont faits que pour tuer les autres. Est-ce que l'aïkido peut être une alternative? Comment, du moins, dirais-je, l'aïkido peut être une alternative à ce monde de si grande violence? Alors, ce serait très prétentieux que de dire que l'aïkido va contrebalancer la violence actuelle et surtout la violence qui existe depuis tout temps. La guerre, c'est une histoire constante. Si on veut faire l'histoire d'un pays, on va d'une guerre à l'autre. Hein, c'est comme ça qu'on trace une histoire. Hein. La révolution de 89, etc. Enfin, on descend dans l'histoire avec les guerres, malheureusement, ou avec les pouvoirs arbitraires. D'accord ? Si on cite des grands noms, je prends la France comme exemple, alors Napoléon Ier, un tyran, Louis XIV, un tyran, etc. Enfin bon, voilà. On fait l'histoire d'un pays avec l'histoire de la violence. Et c'est notre référence culturelle principale. Alors, si l'aïkido peut apporter quelque chose, certainement pas aujourd'hui arrêter des conflits qui sont extrêmement profonds, qui sont enracinés dans les peuples depuis des siècles, mais en tout cas proposer une alternative déjà de réflexion. C'est-à-dire que je dirais qu'il y a deux étapes dans notre travail. La première, c'est bien entendu faire pratiquer ceux qui viennent dans nos dojos et leur donner véritablement les moyens physiques, techniques, leur permettre de structurer leur conscience mentale, leur psychisme pour ne plus être la proie des réactions instinctives. Et puis aussi parler au grand public et essayer de faire passer une idée qui, peut-être à terme, un jour, viendra convaincre
une partie de la population, qu'on n'est pas dans cette obligation de lutter violemment, y compris contre ceux qui sont violents avec nous. Oui, alors, Maître Koyan, revenons un peu dans la famille nucléaire. On constate souvent qu'il y a des enfants qui naissent avec une extrême, en tout cas, propension à la violence et d'autres avec beaucoup de docilité. Selon votre art, l'aïkido, qu'est-ce que génétiquement, qu'est-ce qui peut amener un enfant à naître avec cette envie d'aller justement faire la violence comme vous l'expliquez? Je ne sais pas si les enfants naissent avec une envie particulière de violence pour des raisons génétiques. Je pense que la façon dont les enfants sont conçus implique un grand nombre de personnes. Si vous voulez, j'en parlerai un peu. La façon dont ils sont portés. Et tout ça peut déterminer que quand ils sont impliqués dans un système familial... La façon dont ils sont portés. Dont ils sont portés, oui. Okay. Donc depuis le ventre de la maman? Depuis avant le ventre de la maman. La façon dont ils sont portés, la façon dont ils sont mis dans un système familial peut faire qu'ils déclenchent des violences réactives. Ils luttent contre le milieu dans lequel ils sont. Alors, si vous voulez, je vais prendre des images pour parler quand je dis avant d'être dans le ventre de la mère, il faut bien comprendre une chose, c'est que vous, monsieur, si vous êtes ici parce que vous portez un patrimoine génétique que probablement vous transmettez, et ce patrimoine génétique était dans vos parents, qui était dans leurs parents, et leurs parents, leurs grands-parents avaient aussi hérité etc. Et comme ça, on remonte sans aucune interruption à l'origine de l'humanité. D'accord ? Votre conception a été prévue et complotée depuis des millions d'années. Et depuis des millions d'années, les choses convergent vers vous pour arriver à cet unique que vous êtes. Okay ? De la même façon, vous êtes tombé d'un utérus, qui lui-même était tombé d'un utérus, qui était lui-même tombé d'un utérus, et sans aucune interruption, on remonte, j'allais dire symboliquement, à la première femme du monde. D'accord ? Il n'y a aucune interruption. Donc votre conception a commencé il y a des millions d'années. D'accord ? Quand une conception a lieu, ce sont des millions d'êtres qui convergent, qui s'impliquent. Et avec cette transmission génétique, il y a aussi une transmission de l'histoire. Il y a une transmission qui est à la fois l'histoire de la famille, mais qui est une histoire plus large, celle du peuple, celle dans laquelle la famille a vécu, etc. Et donc, nous héritons de l'histoire. Et cette histoire, nous en avons parlé tout à l'heure, essentiellement une histoire de violence. D'accord ? C'est à travers cette violence que l'on voit l'histoire. Donc, chacun est né avec un patrimoine qui est riche en violence. Et chacun va pouvoir le gérer plus ou moins bien. Alors, la manière dont les deux familles, dont les deux parents se rencontrent, bien entendu, va considérablement influer sur ce que l'enfant reçoit. Okay ? On peut très bien concevoir de différentes manières. On peut concevoir volontairement, parce qu'il y a un désir réciproque de concevoir, parce qu'il y a l'amour. On peut aussi concevoir accidentellement. Les motifs à concevoir sont divers. Il y a des motifs biologiques, d'accord ? On a une poussée, un désir, etc., de se reproduire, d'accord ? C'est la conservation de l'espèce qui est là. Et derrière, il y a une conscience naturelle, biologique. Et puis aussi, il y a un désir familial, collectif, de se concevoir. Et il se passe quelque chose qui est extrêmement important, c'est que vous n'êtes qu'un seul individu, mais vous avez deux histoires à reproduire. Ah oui. Deux histoires parentales. Ok. D'accord ? Oui. Et ça, vous ne pouvez pas être l'enfant de votre mère au détriment d'être l'enfant de votre père ou inversement. Donc il va falloir concilier les deux. Et les enfants sont souvent des champs de bataille involontaires. Je ne dis pas que les parents se combattent pour ça, mais des champs sur lesquels deux systèmes, inconsciemment, veulent exercer leur influence pour que le sujet qui naît reproduise leur histoire. Donc il y a une conflictualité interne qui est très forte et qui est inhérente à la condition humaine et qui fait que chacun d'entre nous n'aura qu'une solution pour pouvoir être loyal aux deux courants, aux deux branches, c'est de trouver sa liberté. S'il se libère, c'est-à-dire s'il est libre, alors il pourra volontairement exercer sa double loyauté. Mais s'il ne se libère pas, il sera sous l'emprise d'un système au détriment de l'autre. Donc dans un conflit de loyauté qui sera, je dirais, impossible à régler. D'accord ? Il y a un équilibre à trouver qui est d'être l'enfant de ses deux parents.
comme ça on est l'enfant des deux systèmes. Comme ça mais le seul moyen, c'est la liberté. C'est pourquoi je dis, et j'écris fréquemment, il ne peut pas y avoir de paix dans le monde sans liberté. Il ne peut pas y avoir de liberté. On ne construira pas la liberté individuelle sans le respect absolu de tous les êtres vivants. Mais maître, en vous lisant, on voit que vous insistez régulièrement sur le jeu. Alors pourquoi cet égocentrisme entre griffes? C'est pas le jeu au sens de l'égocentrisme, c'est que quelle est la substance de l'humanité si ce n'est le jeu? Ce sont des individus qui composent le monde. Le monde humain est composé par des individus. Si vous ne valorisez pas l'individu, l'identité individuelle, le jeu profond, alors c'est comme tuer le monde, c'est tuer la substance. D'accord ? Vous comprenez, si vous avez un système familial, par exemple, et que vous éliminez les individus, il ne reste rien. C'est la même chose avec l'humanité. C'est une grande famille dans laquelle le plus important, c'est chacun. Parce que si on arrive à concevoir véritablement cette absolue importance de chacun, alors nous allons avoir une famille dans laquelle il va y avoir une vraie solidarité, il va y avoir un amour qui va circuler. Si quelqu'un se trouve en position d'infériorité ou déconsidéré, alors il va lutter dans le système pour continuer à être. C'est un réflexe normal. Ce que le monde crée, quand je dis le monde, l'univers, on peut mettre derrière la conception que l'on veut, on peut mettre une idée religieuse, on peut dire Dieu, Allah, je ne sais, on peut dire ce que l'on veut. Quand le monde crée quelque chose, il ne veut pas qu'on le détruise. L'identité, c'est la manière que le monde a de se développer. L'unité, la manière que le monde a de se développer. Alors quand si on réprime quelqu'un ou si on le dévalorise, automatiquement, il y a un moment où cette force va revenir et elle va rejaillir. Je prenais un exemple qui fait crier les gens, qui les provoque, mais je le fais exprès. Je dis aux politiciens français, messieurs, français et espagnols, messieurs, tant que vous allez vouloir réprimer le Pays basque, d'accord, et dire aux Basques, vous n'êtes pas basque, vous êtes français, vous êtes espagnol, tant que vous ne permettrez pas à cette entité qui a une identité réelle de peuple de vivre en tant que peuple, il y aura toujours une résurgence de la violence. C'est comme ça. Plus vous coupez la racine identitaire et plus elle repousse. Mais maître, en ce moment, vous encouragez le communautarisme, comme on le dit? Je n'encourage pas le communautarisme. Je dis, attention, il ne faut pas lutter contre l'histoire des individus. Il faut l'intégrer, il faut l'accepter, il faut la valoriser. Je dis à mes amis et élèves burkinabés, l'Occident amène des choses ici qui, peut-être d'un point de vue technologique, parfois sont utiles, et tant mieux, utilisons, sachons prendre tout ce qui est utile, mais attention, tout ce qui vient de l'Occident n'est pas bon. Loin de là. Et il y a des choses ici qui sont très importantes. Il existe une tradition qui est profonde, avec une histoire qui est probablement passionnante, même si enfin, nous la connaissons mal, nous en Europe, parce qu'elle est moins racontée. Mais en tout cas, cette histoire, elle est là. Et elle traduit des identités, souvent des identités multiples, et elle est extrêmement importante. Et ces traditions-là, ce sont elles qui sont à même, si elles sont reconnues et respectées, d'amener la paix. Alors, maître, je vais vous demander de nous définir brièvement quelques termes. Alors, la manie, la compulsion, le fanatisme. Alors, qu'est-ce que c'est dans votre art, l'aïkido? Alors, dans l'aïkido, c'est ce que nous ne voulons pas. Ah, c'est ce que vous voulez. La manie, c'est cette façon de répéter des gestes qui ne signifient apparemment rien de cohérent, mais qui sont là pour se substituer à des gestes que l'on ne peut pas faire. D'accord ? La compulsion, c'est la même chose. On est dans un processus qui consiste à répéter constamment une action, un acte, et pour dire un malaise, une angoisse, pour dire quelque chose qui est profond, mais qu'on n'arrive pas à objectiver, on n'arrive pas à le penser. Okay ? Le fanatisme, c'est l'obsession de sa propre déchéance. C'est en permanence n'avoir jamais accès à soi et remplacer sa pensée par celle fabriquée par une idéologie, la remplacer par ça. C'est-à-dire qu'il y a une négation du sujet, il y a une négation de sa propre capacité à penser. Je ne suis pas un être qui pense.
C'est ça le fanatique. Je ne suis pas un être qui pense, j'adopte une pensée. Alors, le fanatisme, il naît dans une société comme étant un peu le phénomène extrême d'un processus qui est présent dans la société. C'est-à-dire que dans notre monde, de plus en plus, on vous fournit du prêt-à-penser. On connaissait bien le prêt-à-porter, mais on nous fournit du prêt-à-penser aussi. C'est-à-dire que quelque chose, la conscience psychique fonctionne d'une manière très précise. Elle est ce qu'elle contient. Tout ce qu'elle contient, c'est elle. Si quelque chose n'est pas dans elle, si elle ne peut pas le penser, ça n'est pas elle. D'accord ? Donc, elle ne peut pas penser son propre changement. Elle ne peut pas penser son propre changement. Si elle pense son changement, s'il dit « je deviens ceci », c'est qu'elle l'est déjà. Elle ne peut pas le penser. Bon, je renvoie le téléspectateur à Hegel. Est-ce que ce sont là les sources du terrorisme ? Puisque là, bien sûr que ce sont les sources du terrorisme. Le terrorisme est basé sur une carence identitaire, une véritable carence identitaire. Les gens n'ont pas accès à eux-mêmes et ils adoptent une pensée totalitaire. Et c'est vrai pour le terrorisme, c'est vrai pour tous les fanatismes, c'est vrai pour les modes de gouvernance aujourd'hui. Par exemple, on est dans un système qui prétend être démocratique, mais qui généralement base sa démocratie sur un système qui est tout ce qui n'est pas obligatoire est interdit. C'est l'Europe, ça. C'est l'Occident. Tout ce qui n'est pas obligatoire est interdit. C'est la démocratie d'aujourd'hui, ça. Mais justement, comment l'aïkido peut être justement une réponse à je pense que pour l'instant, mis à part dans un domaine, peut-être dans le monde de certains intellectuels, de certains penseurs orientaux, occidentaux, l'aïkido peut créer un lien entre des pensées. On a souvent opposé la pensée japonaise, chinoise, orientale à la pensée européenne, etc. C'est une erreur. Si on veut opposer les choses, on trouve toujours des moyens de les opposer. Mais si on veut au contraire regarder où elles se relient, alors on peut toujours les relier. Si je prends l'exemple dont je vous parlais à l'instant, la conscience malheureuse telle que Hegel l'a décrit, cette conscience-là, elle est pensée par Ueshiba Morihei de la même façon. Elle est pensée de la même façon. La réunification des contraires, c'est le principe même de l'évolution de la conscience. Donc, l'aïkido peut-être peut jouer ce rôle, qui est de transcender les clivages entre les différentes pensées et réunir les cultures sans les opposer. Observez la plupart du temps, quand quelqu'un veut décrire un processus, il oppose. On pense chez nous en Occident en extrayant un élément, puis un autre, et on fait une chaîne de causalité unique, comme si on voulait déterminer une vérité définitive sur le monde. Mais cette appropriation du monde, c'est quelque chose de mauvais. Chacun d'entre nous a un point de vue sur le monde et tous sont valables. Vous comprenez ? Si nous sommes ici 10 autour de la table, assis, eh bien, nous ne sommes pas 10 réellement. Parce que vous avez un point de vue sur moi et vous avez une image de moi, d'accord, avec laquelle vous interagissez. C'est pas l'image que j'ai de moi. Donc, déjà, s'il n'y avait que vous ici, je serais déjà 2. Ah oui. Et vous aussi, vous seriez 2. Mais imaginons qu'il y ait 10 personnes autour de la table. Chaque personne a une image différente de vous. Donc, et chaque personne interagit avec cette image et non pas avec vous. D'accord ? Alors on peut dire, mais c'est pas moi. Non, bien sûr que c'est vous, puisque c'est avec ça que les gens sont en relation. C'est la partie de vous que vous ne connaissez pas. C'est précisément pour ça qu'il y a des violences entre les gens. Quand ils interagissent avec une partie de vous que vous n'arrivez absolument pas à reconnaître. Vous comprenez ce que je veux dire là ? Absolument. D'accord ? Donc, si peut-être l'aïkido peut nous amener à une forme de réconciliation, c'est ça. C'est-à-dire que, intérieurement déjà, réconcilier ces deux parties de nous qui pourraient se combattre, parce que nous avons hérité de 2 histoires et nous sommes issus de 2 racines. Ah, maître, vous avez dit le mot. Vous avez dit un jour, maître Kobayashi se mettrait en colère quand il entend en aïkido, on ne défend jamais. Oui. Et vous avez parlé justement de combat. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction ? Il n'y a pas de contradiction du tout. Nous sommes des combattants, nous sommes des guerriers. Je dis, et ça choque beaucoup de gens, le monde est saturé de violence parce qu'il manque de guerriers. La guerre, à la guerre, comme on dit ? Non. Il manque de guerriers. Qu'est-ce que c'est un guerrier ? Okay. Expliquez-nous le guerrier que vous voulez être et que vous êtes d'ailleurs. Je ne sais pas, j'espère un jour le devenir. Oui. En tout cas, le guerrier, c'est quelqu'un qui combat en permanence. Ça ne veut pas dire qu'il est violent. D'accord ? C'est pas quelqu'un qui est violent. Le guerrier veut rétablir la paix.
moi, mes références, voilà, j'ai la chance de pouvoir enseigner dans la plus ancienne école de sabre du Japon, au Japon, dans le dojo historique des Yagyu, qui ont été les maîtres d'armes des shoguns pendant toute la durée des shogunats, c'est-à-dire pendant 3 siècles, enfin 265 ans pour être précis. Et j'ai la chance d'enseigner dans ce dojo-là. Et un des enseignements fondamentaux de Yagyu Munenori, c'était le sabre, le bon sabre. Et il maintient la paix en restant dans le fourreau. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous êtes fort, vous pouvez être indulgent, compassionnel. Si vous êtes faible, vous ne pouvez pas. Dans les arts martiaux, je montre à mes élèves, si vous vous mettez en danger, vous êtes obligé d'attaquer l'autre et de le frapper. Mais si vous savez procéder de manière à ne jamais vous mettre en danger, vous n'avez jamais besoin de l'attaquer ou de le blesser. D'accord? Il est évident que notre travail consiste à faire en sorte que jamais on soit en situation de violence physique. D'accord? Mais ça implique d'avoir déjà travaillé en soi jusqu'au point où on ne défend plus. Si je défends, ça veut dire que je cède à la violence réactive qui est à l'intérieur de tout être vivant qui n'a pas travaillé là-dessus, et je rentre dans un processus qui est le processus d'opposition. C'est ce contre quoi il faut lutter. C'est ce contre quoi nous, guerriers pacifistes ou pacifiques, en fonction des points de vue, nous essayons en permanence de lutter. Et ce combat, il est difficile, parce que même le guerrier, au sens ordinaire du terme, il va à la guerre, et puis il a des phases de repos, et il revient, il va, il revient. Alors que le guerrier pacifique, lui, il est tout le temps au combat. Il n'y a aucun moment où il peut relâcher. Alors, Maître Couillard, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas, justement, de combat, je veux dire, de compétition dans le Aïkido n'est pas un frein à son développement? Peu importe. Si c'est un frein à son développement, c'est pas important. Si on doit transgresser les principes essentiels pour se développer, il vaut mieux ne pas se développer. D'accord? Il y a quelque chose qui a été défini en Aïkido, c'est on m'agresse, je vais combattre, parce que je ne me soumets pas à la violence, ni celle qui m'est adressée à moi, ni celle qui est adressée aux autres. J'ai un devoir de secours pour ceux qui ne sont pas capables de se défendre, et je n'accepte pas qu'on me domine, je n'accepte pas qu'on exerce la violence contre moi. Donc, je réponds. Mais je ne m'autorise pas à répondre violemment. Je mets des limites à mon action. Je vais combattre et je vais vaincre, mais pas par n'importe quel moyen. Par des moyens qui respectent ce qui est au fond de l'autre est essentiel, parce que même celui qui vous attaque, et même le pire des pires, à l'intérieur, au fond, là où lui ne peut pas aller, il y a encore quelque chose qui est bon, qui est l'âme humaine inconditionnée. Et ça, je dois le respecter de toute manière. Maître, si on veut parler un peu comme dans nos sociétés, on dirait que quelque part vous faites de la sorcellerie. De la sorcellerie? Je crois pas. Je crois pas. Je crois pas. Ou alors j'ai une vision de la sorcellerie qui est trop étroite. Oui, absolument. Je crois pas. Non, je crois que... Je pense... Alors sinon, maître, comment arriver à dominer quelqu'un, à amener quelqu'un qui veut vous attaquer par la violence, justement en ne le violentant pas? Alors, vous employez le mot dominer parce que je l'ai employé juste avant. Oui. Et vous avez raison de le reprendre parce qu'il nécessite un éclaircissement. J'ai une doctrine que j'enseigne à mes élèves et que je leur demande de respecter constamment. Ni domination, ni soumission, ni compromis. Ça, c'est la ligne de conduite d'un vrai Budoka, d'un vrai pratiquant d'arts martiaux. Ce sont des termes qui se contredisent. Ni domination, ni soumission, ni compromis. Ni compromis. Alors, on est dans le monde de la compromission, et donc je vois déjà un tas de gens qui vont avoir les cheveux droits sur la tête quand ils vont entendre ni compromis, parce que les gens sont persuadés qu'avec le compromis, on va résoudre des problèmes. Non, on les résout passagèrement, parce que le compromis, c'est toujours une tentative de domination à la baisse. Je ne peux pas dominer complètement, donc on va essayer de s'arranger, mais de toute manière, mon objectif est toujours le même, avoir un avantage. D'accord ? Ni domination, ni soumission, ni compromis. Je ne m'autorise pas à dominer les autres parce que, à la profondeur de l'âme, tous les êtres sont absolument égaux, du roi, de l'empereur du monde jusqu'au dernier. Absolument égaux et absolument, j'allais dire, sacrés. La dimension sacrée de l'être, c'est vraiment important. Ça,
C'est la première chose. Donc, je n'accepte pas, moi, de dominer qui que ce soit. Je ne m'autorise pas. C'est une ligne de conduite. Soumission. Si j'ai un engagement avec le monde, l'univers m'a fait individu. Et je dois rester individu. Si j'accepte la soumission à quoi que ce soit, je perds cette individualité. Donc je ne remplis pas la principale mission, le devoir spirituel de chaque personne, qui est d'être libre, de se libérer, de devenir libre. D'accord ? Donc je n'accepte je ne me soumets à rien. Le compromis, je vous l'ai dit, c'est une tentative de domination à la baisse. Donc, ni domination, ni soumission, ni compromis. Ça détermine une ligne de conduite. Vous allez me dire, mais alors quoi? Il reste quoi? Alors, il reste quoi? C'est quoi? C'est le résultat d'une pensée qui est structurée sur l'opposition. Précisément, cette doctrine, elle a pour effet de briser ce cadre de pensée qui est systématiquement structuré par l'opposition entre les idées, l'opposition entre les concepts, l'opposition entre les êtres. Alors, Maître, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. C'est tellement passionnant qu'on n'a pas vu le temps passer. Maître, alors dites-nous en 2 mots l'objet de votre visite au Burkina. Quand mon maître est mort, je lui ai promis de continuer son travail. Il avait commencé à développer l'aïkido en Europe et il avait aussi commencé dans différents pays d'Asie du Sud-Est. Et donc, moi, j'avais promis de continuer son travail. Il me l'a demandé et donc je le fais. Alors, j'enseigne partout dans le monde, j'enseigne aux USA, j'enseigne en Amérique du Sud, j'enseigne en Asie, en Inde, en Indonésie, j'enseigne au Japon, j'enseigne en Russie, et bien entendu, j'enseigne aussi en Afrique. Parce qu'il y a plusieurs raisons à cela. D'abord parce qu'il y a ici des pratiquants qui sont des gens merveilleux, avec une intégrité et une sincérité exceptionnelles. Je pense aussi que le Burkina est un pays qui est placé au cœur de l'Afrique avec des valeurs très profondes. C'est pas par hasard qu'on dit le pays des hommes intègres. Je pense que c'est vrai. Et je pense que cette intégrité, comme toute intégrité, est implicitement une leçon pour le monde. Je le pense aussi du Japon. Je pense qu'il y a peu de pays dont je peux penser ça, mais en tout cas, c'est le cas. Et ensuite, j'ai un attachement très profond à l'Afrique. J'ai beaucoup, vous avez dit tout à l'heure, vous prêchez dans le désert. Oui, j'ai beaucoup prêché dans le désert. Je suis allé très très souvent dans le désert du Sahara. Oui. Je l'ai traversé dans tous les sens. Oui. Pour prêcher dans le désert précisément, c'est-à-dire pour aller à l'endroit où il n'y a personne, dire ce que j'ai à dire, comme ça je suis sûr d'être écouté. Alors, vous avez dit que vous avez trouvé des pratiquants merveilleux au Burkina, ce qui nous vous remercions donc pour ce compliment. Mais est-ce que vous pensez, Maître, que la sagesse africaine dont on parle souvent est compatible avec la pratique de l'aïkido au très haut niveau, justement, tel que vous le faites? Alors, il n'y a pas de haut niveau pour pratiquer l'aïkido. Il y a des gens qui ont un haut niveau et d'autres qui en ont un moindre, parce qu'ils ont moins pratiqué, moins d'expérience. Mais nous pratiquons tous ensemble, les débutants avec les plus experts. Est-ce que la sagesse africaine est compatible? La sagesse est compatible avec toute sagesse. La sagesse africaine, la sagesse orientale, la sagesse chinoise, japonaise, la sagesse, comme son nom l'indique, c'est l'attitude de quelqu'un qui sait et qui sait être. D'accord ? Donc il n'y a jamais d'incompatibilité. C'est jamais un problème culturel. Évidemment, on peut l'aborder encore une fois en disant on va opposer, on va voir des choses qu'on ne comprend pas dans la manière d'être d'un peuple, alors on va y opposer ce qu'on croit devoir être, mais ça, c'est un point de vue qui ne peut pas être le mien. Moi, au contraire, j'observe dans la sagesse africaine des choses qui vont absolument dans le sens de ce que j'essaie de développer, à savoir, par exemple, le respect des identités, le respect des peuples, le respect des systèmes, des clans, des familles, parce que tous ont une particularité, et cette particularité, elle enrichit le monde. Si on supprime ça, ou si on veut faire disparaître ça, si on veut niveler pour imposer un système général, on perd de la qualité. Donc, au contraire, cette sagesse-là, non seulement elle est compatible, mais c'est même pas un problème de compatibilité, elle s'ajoute à l'enseignement que nous faisons, où elle vient le confirmer, où elle vient permettre aux gens d'entendre ce que nous disons, parce qu'ils sont déjà, d'une certaine manière, prêts à l'entendre. Alors, Maître, quel message vous avez justement à l'endroit, surtout, de ces jeunes personnes qui vont vous regarder sur BF1 et qui vous écoutent parler avec, surtout, tant de sagesse, permettez-moi le terme en votre égard, et qui, en eux,
pense qu'il n'y a que l'opposition, il n'y a que justement l'expression de cette violence-là pour dire on est injuste avec moi, j'ai réagi pour rétablir la justice. Alors, en réagissant, on devient l'esclave de celui qui nous agresse. Comme toujours. Toujours en réagissant. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un vient attaquer, il frappe ici, je résiste là. Il frappe ici, je résiste là. Il frappe ici, je résiste là. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'oblige à aller partout où il veut que j'aille. D'accord? Et c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Réagir. Il faut prendre la distance et agir. Si j'ai une chose à dire à tous ces gens-là, c'est une phrase très simple. Vous n'avez jamais été aussi près de votre mort. Vous n'avez jamais été aussi près de votre mort. Je la souhaite le plus tard possible, mais sachez que vous n'avez jamais été aussi près qu'à cet instant de votre mort. Expliquez-nous ça davantage, maître. Mais c'est pas compliqué. J'espère que vous avez... Pour l'ignorant que je suis, je suis un peu dans le noir quand vous le dites, vous n'avez jamais été aussi près de votre mort. J'espère que vous avez encore des centaines d'années à vivre. Mais même si c'est le cas, aujourd'hui, vous n'avez jamais été aussi près de la fin. Chacun d'entre nous, à chaque instant, doit penser que l'instant qui est passé l'a rapproché de sa mort. Nous sommes tous en train de marcher vers notre cercueil. Okay? Nous sommes de plus en plus près, tous les jours, tous constamment. Alors, cette seconde qui vient de passer, il ne faut pas la perdre, il ne faut pas la gaspiller. Il ne faut surtout pas laisser les autres s'en servir. Et quand vous répondez, quand vous réagissez, quand vous luttez contre quelque chose, il faut bien savoir que votre temps vous a été pris. C'est votre vie qui vous a été enlevée. Okay? Je pense que les jeunes aujourd'hui sont dans un moment qui est difficile parce que, cette modernité effrayante, technologique, parce que si on regarde, il ne s'est rien passé depuis la préhistoire. Dans la préhistoire, on réglait ces problèmes avec une massue. C'est pire aujourd'hui, on les règle avec des bombes. Oui. C'est encore pire. Mais surtout, il n'y a eu aucun changement. C'est-à-dire, il n'y a aucune réflexion réelle, il n'y a aucun changement. Aucun. C'est toujours la même chose. C'est toujours l'autre a tort, j'ai raison. S'il m'opprime, je suis opprimé, je suis une victime, je dois l'agresser. Si je suis l'oppresseur, c'est un imbécile, c'est normal que je le domine, et je dois continuer. Et on est dans un système qui n'a pas évolué. Maître, vous voulez dire que l'homme a privilégié l'évolution matérielle au détriment justement de son évolution mentale qui aurait permis, en tout cas, à vous écouter, de résoudre les problèmes avec beaucoup plus de sagesse, encore une fois. Il a même pas privilégié l'évolution matérielle. Pour ça, il faudrait qu'il y ait une véritable réflexion. Il a subi l'évolution matérielle. Il a simplement continué à réagir, comme il fait depuis toujours. Ce que je dis à ces jeunes-là, c'est votre vie, c'est vous. Elle est composée de ce que vous faites. Alors, prenez-vous en main, d'accord? Nous sommes tous absolument responsables de nous-mêmes. Chacun est responsable de soi, complètement. D'accord? Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de prédétermination à quoi que ce soit. On peut faire changer les choses, mais la condition pour faire changer les choses, c'est de mettre soi-même les limites à ses actes. En quoi faisant? Pardon? En quoi faisant, vous dites de mettre des limites à ses actes? Si aujourd'hui, je prends quelqu'un qui veut avoir une voiture demain, une belle maison demain, alors comment il agit quand on est dans un monde où, vous l'avez dit, il n'y a pas d'autre choix. Vous n'aimez pas la réaction que d'agir. Si quelqu'un veut une belle maison, comme vous dites, ou une belle voiture, pourquoi pas, à condition que d'abord ça soit pour le bien des siens et non pas pour son bien propre. Ah oui? Ben oui. Pour le bien de ses enfants, on peut avoir envie d'une belle maison, mais en avoir envie pour soi, c'est déjà trop. Ensuite, oui, mais pas par n'importe quel moyen. Okay. Par des moyens honnêtes, par des moyens intègres, par des moyens qui expriment l'humain avant tout. Alors, Maître Cognard, quelle est votre vision justement de l'usage de votre art martial dans le cinéma? Dans le cinéma? Oui. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Généralement, on se sert de quelque chose qui est un art de paix pour montrer des actions violentes. Et c'est très mauvais. Pour moi, c'est très mauvais. Ça va absolument contre l'intérêt des gens qui regardent, parce que, encore une fois, on leur dit la violence paye, regardez comme c'est beau la violence. Ensuite, ça va contre l'aïkido, parce qu'on dit de l'aïkido qu'il est ce qu'il n'est pas.
Ensuite, ça va encore plus contre l'aïkido parce que ça développe des courants qui, eux, sont d'accord pour accepter la violence et détruisent complètement le travail qu'a fait le fondateur au Sensei Ueshiba. Donc je trouve que c'est vraiment très nocif, très nuisible si vous faites allusion à ces films qui ont prétendu être des films montrant l'aïkido, dont le premier de la liste était Nico avec Steven Seagal, etc. On n'est pas dans l'aïkido du tout là. Pas du tout. Pas du tout. Alors, Maître Koyar, nous sommes pratiquement au thème de notre entretien. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter que justement ma méconnaissance ou en tout cas ma mauvaise connaissance de l'aïkido n'a pas permis justement de développer en question pour vous permettre d'aborder? Le domaine est si vaste que... Mais je vais dire une chose, c'est que j'ai développé depuis longtemps un certain nombre de concepts applicables à la vie de tous les jours. Parce que je pense que l'aïkido dans les dojos, c'est très bien. Je pense aussi qu'il faut qu'ils sortent des dojos pour aller dire des choses. Alors j'ai par exemple enseigné dans des écoles de commerce ou dans les prisons ou dans les entreprises, voilà, avec des concepts qui sont commercer sans violence, fabriquer des biens matériels sans violence, manager sans violence, éduquer sans violence. Et c'est pas facile du tout, parce que là aussi, les habitudes sont là. C'est-à-dire que certains, pour produire, n'hésitent pas à créer des ravages dans le monde, détruire la planète. Commercer, souvent, c'est un rapport qui est basé sur la violence et l'intérêt uniquement. Et bon, il y a des commerçants, heureusement, qui ont une éthique, mais quand même, globalement, d'accord. Et puis, manager sans violence, quand on voit que certaines entreprises n'hésitent pas à évincer du personnel qui leur a rendu service parce que les chiffres le veulent, etc. Je pense qu'il y a un gros travail à faire. J'ai quelquefois, à la demande du ministère de la Justice, fait des interventions auprès de directeurs d'établissements pénitentiaires, par exemple pour des établissements pénitentiaires pour adultes, mais aussi pour mineurs. Et ça paraît une évidence presque de dire il faut éduquer sans violence, mais c'est absolument pas le cas. Dire à quelqu'un tu n'es pas ce que tu dois être différent, c'est une violence inouïe. Ah. Éduquer, ça n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ça n'est pas ça du tout. Alors, Maître André Koyar, c'est sur ce questionnement que nous allons vous dire merci d'être venu sur notre plateau. Et en tout cas, nous espérons que ceux qui regarderont encore une fois de plus notre chaîne s'imprégneront davantage de votre enseignement, chercheront justement à pratiquer le Aïkido pour mieux le connaître et surtout mieux le pratiquer et faire de votre art un chemin vers justement ce que vous recherchez, la non-violence. Encore une fois de plus, Maître André Koyar, merci. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Merci.